Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 52 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés, tout y est, clémentinesarlat.com. Cette semaine, je reçois Marie-Iris Dubois, sage-femme, psychologue clinicienne et directrice de la recherche au sein de l'association Édu Ensemble. Marie-Iris a porté ses recherches sur l'épigénétisme en lien avec la parentalité. L'épigénétique, c'est quoi exactement d'ailleurs ? Alors, c'est l'ensemble de l'expression de nos gènes et comment ils vont être utilisés par nos cellules. Mais cela pourrait surtout être résumé par le fait que l'environnement autour de nous joue un rôle clé sur la façon dont nos gènes peuvent muter tout au long de notre vie et donc nous faire évoluer. Quand je dis environnement, je ne parle pas d'écologie, je parle vraiment du contexte dans lequel on vit et tout ce qui peut impacter sur notre vie. Alors autant vous dire qu'il y a énormément de thèmes qui peuvent donc s'apparenter à tout ce qui est autour de la parentalité, que ce soit la grossesse, l'éducation et à nos évolutions en tant qu'être humain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie-Iris. Salut Clémentine. Merci beaucoup de me recevoir dans ces temps un peu perturbés. Ouais, mais je suis ravie de discuter avec toi sur ce sujet passionnant. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler auprès de la petite enfance ? Tu n'es pas encore maman, mais tu es très impliquée sur toutes ces questions. Tout à fait. Donc effectivement, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la petite enfance. Donc après vouloir être institutrice, j'ai voulu travailler avec les bébés. Puis après, je me suis réorientée et puis voilà, je suis devenue sage-femme. Et dans mon accompagnement en fait à la parentalité, dans mon métier de sage-femme, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment cet accompagnement et ce soutien à la parentalité. Et donc je suis devenue psychologue clinicienne. Spécialisée en petite enfance et parentalité. Donc c'est vraiment une passion depuis que je suis très jeune de vouloir accompagner les parents, de pouvoir comprendre en fait le tout petit, celui qui n'a pas forcément la parole, celui qui parfois n'est pas forcément écouté aussi. Et donc voilà, depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi et j'ai hâte aussi après de découvrir les joies de la maternité, j'espère bientôt. Donc tu es sage-femme à la base, c'est déjà énormément d'études, c'est déjà énormément de travail et tu t'es rajoutée en plus de devenir psychologue clinicienne. C'était évident pour toi d'aller encore plus loin dans ta pratique ? Ouais, c'était évident. C'est devenu une évidence en 3e année de sage-femme, où clairement je me suis dit j'adore ce métier-là. C'est un métier qui est absolument magnifique mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'étais très jeune quand j'ai été diplômée, parce que j'avais 21 ans. Et je me suis dit ok, autant de responsabilités à un si jeune âge, je me voyais pas faire ça et pas toute ma vie. Et donc je me suis dit voilà, vraiment ce qui me plaît, c'est m'asseoir au chevet des patientes, à écouter les couples, les accompagner dans la découverte de ce tout petit qui vient d'arriver ou même pendant la grossesse. Je me faisais toujours taper par les doigts par mes collègues sages-femmes parce que je passais toujours des heures en chambre à écouter, accompagner. Et donc ça a été comme une évidence de me dire ok, il faut que je me réoriente, il faut que je fasse de la psycho, il faut que je travaille
en tant que psychologue clinicienne pour accompagner les parents sur la parentalité, sur la petite enfance. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'en gros, quand on est sage-femme, c'est pas possible de faire cet accompagnement aussi précieux et approfondi avec les parents? C'est assez compliqué. Alors, ma pratique commence un peu à dater, hein, mais je suis pas sûre que ça a vraiment changé aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est que, on est souvent, les sages-femmes sont souvent en sous-effectif. On est formé quand même à faire un métier plutôt technique que accompagnateur. Je dirais surtout à l'hôpital. Je pense que en tant que sage-femme libérale, on a peut-être plus de possibilités de passer plus de temps avec nos patientes. Mais c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel, il faut qu'à midi, on ait terminé notre tour. Il faut qu'on ait vu toutes les mamans, il faut qu'on ait vu tous les bébés, parce que après, il y a l'après-midi qui va commencer, il y a des nouvelles patientes qui vont arriver, il y a des sorties qui vont se passer, etc. Donc en fait, souvent, on a plus un rôle informatif en maternité, par exemple, en suite de couche, où on va expliquer beaucoup de choses, on va faire cette passation de beaucoup d'informations, et parfois pas forcément le temps de se poser avec les parents pour échanger sur comment ça se passe, l'accueil de ce tout petit dans une fratrie, ou si c'est un premier bébé, de savoir comment s'est vraiment passé l'accouchement, comment ça a été vécu. Et en fait, non, on n'a pas le temps. Pas vraiment. Et tu t'es rendu compte à ce moment-là à quel point c'était important d'agir assez tôt et d'être engagé tout de suite en suite de couche auprès des parents. Tu l'as vu à ce moment-là en tant que sage-femme? Ah, mais je l'ai vu, mais même avant la suite de couche, même pendant la grossesse, accompagner des parents en difficulté parce que c'est une grossesse qui peut aller très bien, mais pas forcément qui avait été pas forcément programmée entre guillemets. Ou sinon une grossesse qui peut être un peu plus difficile parce que hospitalisation très précoce ou une menace d'accouchement prématuré, ou même tout simplement la découverte d'une première grossesse avec tous les changements que ça peut impliquer, que ce soit psychologique ou physiologique. C'est pas quelque chose ça se fait tout à fait naturellement, mais pas chez tout le monde. Et il y en a pour qui il y a besoin de plus d'accompagnement. Et parfois, on laisse partir dans la nature. Moi, c'est un peu ce que je disais quand j'étais sage-femme. On laisse partir dans la nature des patientes qui auraient besoin clairement d'un accompagnement bien plus important. J'ai souvenir d'une maman je faisais la transmission, l'information de prévention sur le bébé secoué à la maternité en disant que voilà, un bébé ça pleurait et que s'il y a des moments où elle se sentait en difficulté, ça, c'est ce qu'il fallait faire, c'était mettre le bébé, le confier ou mettre le bébé en sécurité, puis aller prendre l'air un petit peu, aller boire un verre d'eau, faire quelque chose, etc. Et puis la maman me regarde et me dit mais moi, ça m'arrivera jamais. Et je dis écoutez, tant mieux pour vous, hein, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à appeler la maternité. C'est une maman que j'ai revue une semaine plus tard, qu'on pouvait plus, et qui a appelé la maternité. Et bizarrement, c'est moi qui ai décroché le téléphone et elle me dit oh, Marie, c'est vous. Il faut que je vous dise, j'en peux plus, elle arrête pas de pleurer, ma fille, je sais pas quoi faire, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de la secouer, de la jeter par la fenêtre. Voilà. Et en fait, c'était ça, là où je me suis dit, mais cette maman, elle était tellement avec ses idées, c'était son premier bébé, voilà, cette idée, ce bébé fantasmé, ce bébé parfait, qu'elle est arrivée, et en fait, que sa fille était pas forcément comme elle avait potentiellement imaginé, avec un bébé magazine, comme je les appelle. Et donc, voilà, comment accompagner ces parents qui peuvent être en difficulté, qui peuvent imaginer beaucoup de choses, surtout que la société véhicule beaucoup de choses par rapport à la grossesse et par rapport à l'accouchement et par rapport au tout petit, et que la réalité peuvent parfois être assez éloignées de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut entendre. Ah, c'est sûr. Et est-ce que en tant que sage-femme, vous avez un cursus spécifique ou en tout cas une formation spécifique pour détecter les dépressions postpartum? Alors moi j'ai été formée en Belgique, hein. J'ai pas été formée en France, donc je sais pas forcément comment ça se passe en France. En Belgique, on avait effectivement des modules en psychologie pour pouvoir accompagner et quels étaient les premiers signes de dépression postnatale. Bon, il faut savoir que la dépression postnatale, elle arrive quand même bien plus tardivement, mais on peut déjà en maternité dépister des gros baby blues qui peuvent se mettre en place, sachant que le baby blues, il arrive quand même normalement dans le 3e jour après l'accouchement. Donc si c'est un accouchement naturel par voie basse, les femmes, c'est le jour où elles rentrent à la maison. Donc
D'où la difficulté de pouvoir aussi suivre des patients qui pourraient être en difficulté et donc avoir après des dépressions postnatales ou même des psychoses postpartum. Après, il y a des facteurs de risque, hein, donc c'est pour ça que quand on a des patients qui sont déjà en fragilité, on propose un accompagnement supplémentaire, en tout cas pour ces femmes qui sont en difficulté. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, du postpartum, mais si vous, les professionnels, vous n'êtes pas tout de suite formés à cette cause et à ça, ben, on est tellement à partir dans la nature comme ça et on règle pas le problème au final. Bah, c'est ça, en fait, je pense que, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir eu les informations, d'avoir été un peu formée. Et puis, de toute façon, il y a toujours une psy qui traîne dans la maternité, hein, heureusement d'ailleurs, dans la plupart des cas. Et mais c'est vrai que souvent, c'est quand même passé un peu vite sur le sujet parce que c'est pas notre fonction principale. Et puis de toute façon, on passe assez peu de temps en chambre avec les patientes plutôt, que c'est difficile en une demi-heure de temps qu'on voit une patiente sur la journée pour se dire ok, elle est en difficulté, quoi. Alors ensuite, si on continue dans ton parcours, tu es donc devenue psychologue clinicienne et tu es engagée aujourd'hui auprès d'une association qui s'appelle Édu Ensemble. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de t'engager dans l'associatif et être concrètement sur le terrain ? En fait, l'association a pour cœur de métier la prévention dans la petite enfance. On est vraiment, notre rôle, c'est vraiment sensibiliser les professionnels et les parents à l'éducation bienveillante, à cette troisième voie éducative qui est l'éducation positive et bienveillante. Et donc, ça a été un peu comme une évidence quand j'ai rencontré les Nathalie Kassovi-Carini, qui est la déléguée générale, et qu'elle m'a parlé du train Petite Enfance et Parentalité qui a fait le Tour de France en novembre 2017. Et moi, je suis arrivée à l'association en octobre 2017. Et quand j'ai entendu parler du projet, je me suis dit non, mais moi, je vais y en être en fait. J'avais fait du curatif pas mal avant, donc à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. C'est quoi le curatif ? Le curatif, donc c'est tout ce qui est aide sociale à l'enfance. J'avais fait aussi, j'étais en protection maternelle et infantile, donc où c'est pas mal de personnes qui sont déjà avec des difficultés et qui viennent en fait pour un suivi pour aller mieux en fait, hein, en tant que patient. Et je me suis dit en fait moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir aller en amont. De pouvoir comment est-ce que en amont on peut accompagner les parents, on peut accompagner les professionnels de la petite enfance, les professionnels de l'éducation à mieux soutenir le développement de l'enfant. Et donc ça a été une évidence en fait de rejoindre l'association pour faire partie de l'aventure du train qui était sensibiliser le grand public autour de la bienveillance éducative et autour du développement de l'enfant en lien avec la science, hein, parce que nous l'association on porte beaucoup le message de la science au service de l'éducation. Et donc ça a été un peu une découverte parce que moi la science au service de l'éducation avant d'arriver à l'association bon j'en avais entendu parler mais c'était pas forcément ce que j'avais pu voir sur les bancs de l'école ou ce que j'avais pu lire. Donc et là j'ai découvert un monde qui a vraiment qui correspondait complètement à ce que j'étais et à mes attentes en fait. Sur l'accompagnement de terrain, sur comment soutenir au mieux nos tout petits, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que parent. Et donc voilà, j'ai trouvé ma voie. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport à la science parce que au final, tu as quand même une formation extrêmement scientifique. Les sages-femmes, vous avez la première année de médecine, enfin vous êtes quand même dans un monde très porté sur la science, mais vous n'avez pas dans ta formation initiale, vous n'aviez pas accès à tout ce qu'on peut savoir maintenant sur la neuroscience ou ce dont on va parler sur l'épigénétisme. Pas du tout. C'est pas du tout quelque chose auquel j'en avais entendu parler. Alors effectivement, aujourd'hui, maintenant, je fais les liens entre épigénétique et grossesse, épigénétique et postpartum. Tu vois, c'est plein de choses sur lesquelles je fais des liens. Mais c'est vrai que non, j'avais pas du tout fait ce lien entre comment est-ce que notre environnement peut venir interagir avec notre éducation, avec notre développement, etc. Alors justement, on va en parler.
D'abord, tu vas nous expliquer ce que c'est l'épigénétisme, parce que je dis ce mot depuis tout à l'heure, et il y en a peut-être plein qui se demandent, mais de quoi on parle en fait? Exactement. Donc l'épigénétique, c'est une science qui est assez nouvelle parce que je pense qu'elle doit avoir une vingtaine d'années. C'est le fait que c'est l'influence de notre quotidien, de notre environnement sur l'expression de nos gènes. Il faut savoir que chacun d'entre nous, on est porteur d'un ADN qui vient nous dire la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, mais aussi pas mal de choses par rapport à notre comportement. Et en fait, il faut savoir que la manière dont va être lu notre ADN par notre organisme, par notre corps, va être influencée par nos actions quotidiennes et par notre environnement. Donc aujourd'hui, les dernières études tendent à montrer que dans nos comportements de tous les jours, dans notre quotidien, c'est 85% d'épigénétisme et contre 15% de génétique. Donc finalement, on est quand même gouverné par notre épigénétique qui, au quotidien, vient influencer l'expression de nos gènes. Le meilleur exemple qu'on pourrait avoir, par exemple, sur l'épigénétique, ça pourrait être le fait que quand on boit pendant la grossesse, boit de l'alcool, aujourd'hui c'est contre-indiqué parce qu'on sait qu'il peut y avoir un syndrome d'alcoolisation fœtale. Effectivement, l'alcool, qui est quelque chose d'extérieur à notre organisme, vient influencer le développement du fœtus. Alors, en quoi est-ce que c'est révolutionnaire par rapport à la maternité, justement ? C'est révolutionnaire parce que ça vient expliquer beaucoup de choses sur l'importance du soutien de l'adulte pour le développement de l'enfant, pour le soutien des compétences de l'enfant. Ça vient expliquer aussi énormément de choses sur la manière dont les enfants se développent. Et donc, c'est complètement révolutionnaire parce que c'est à tous les niveaux de vie, on peut agir sur la manière dont l'enfant peut se développer. Et d'où l'importance aussi ça vient confirmer ce paradigme, cette expression, l'importance de agir tôt dans la petite enfance, parce que plus on agit tôt, et ça c'est la science qui le dit, et les études sur l'épigénétique qui dit que plus on agit tôt, plus on peut intervenir sur le développement de l'enfant, et plus on peut faire en sorte que l'enfant se développe le plus sereinement possible. Ouais, donc au final, ça veut dire que rien n'est totalement joué, ou en tout cas, on a un pouvoir dessus tout au long de notre vie. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, sur le fait que il n'y a pas de déterminisme. On est effectivement avec des gènes qui vont nous dire certaines choses, mais on peut toujours agir dessus, et on a les cartes ne sont jamais battues à l'avance. Il y a toujours moyen de pouvoir jouer un nouveau jeu. Alors, en préparant l'interview, j'ai lu des études incroyables et tu vas nous en parler, et notamment qui ont été faites avec des souris. Est-ce que tu peux raconter en quoi elles sont importantes, ces études, par rapport aux tout petits ? Effectivement, alors ces études avec les souris, avec les rats, il y avait 2 groupes de rats qui ont été faits. Un groupe de mamans rats qui ont été mis avec des tout petits et qui les câlinaient, qui les léchaient, qui s'occupaient beaucoup d'eux, qui étaient des mères très bienveillantes et très présentes et très soutenantes pour leurs petits ratons. Et l'autre groupe de rats était fait avec des mamans rats plus négligentes, donc qui ne s'occupaient pas des petits bébés rats. Et il a été démontré que en fait la manière dont les petits ratons se développaient, ceux qui étaient dans le groupe avec les mamans plus bienveillantes et soutenantes se développaient bien mieux et faisaient bien mieux face au stress que les enfants, que les bébés rats qui faisaient partie du groupe 2 avec les mamans négligentes. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, le cerveau du rat et le développement du petit raton se rapportent beaucoup au développement de l'être humain. Alors, ça peut faire un peu bizarre, hein, mais c'est vrai. Et donc, en fait, a été fait pas mal d'études aussi sur les nouveau-nés humains. Et aujourd'hui a été démontré dans une dernière étude que plus, faite au Canada, hein, d'ailleurs, je crois, que plus les mamans sont bienveillantes et soutenantes par rapport à leurs tout petits, plus ces enfants vont pouvoir se développer le mieux possible, et on va en faire face au stress de manière bien plus adaptée que les enfants qui sont avec des mères plus négligentes. Et quand tu dis les mamans, ça peut inclure les pères aussi. Enfin, c'est juste le premier,
j'allais dire en anglais caregiver, mais la figure d'attachement. Exactement, c'est tout à fait en lien avec l'attachement. On est complètement dans le thème de l'attachement. L'épigénétique et l'attachement, ça fait quelque chose, ça fait presque un tout en fait. Parce que dans la petite enfance, et ça, des millions d'études, alors peut-être pas encore des millions, mais beaucoup d'études l'ont montré sur le fait que plus des parents sont soutenants, plus ils sont bienveillants et plus ils sont sécurisants avec leurs enfants, plus ce sera des enfants qui feront face au stress de manière le plus adaptée possible. Et qui fait que leurs gènes, en tout cas, ne changent pas ou se mettent dans des bonnes dispositions, c'est ça ? Exactement. Exactement. En fait, le fait de faire face au stress, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport au stress, justement, le fait de faire face au stress vient de mécanismes chimiques dans notre cerveau et que si c'est des enfants qui ont été sécurisés et qui sont attachés de manière sécurisée avec leurs parents, leur figure d'attachement, plus ça sera aussi des enfants qui vont pouvoir faire face au stress parce que ces réactions chimiques se font de mieux en mieux dans notre cerveau, contrairement à des enfants qui ont des attachements beaucoup plus insécurisés et voire même avec des parents négligents ou maltraitants. Donc quand on parle de phénomène de résilience, c'est concrètement de l'épigénétisme. Ça a un lien, effectivement. Effectivement. Après, on parle beaucoup dans les études. Alors, c'est une chercheuse qui est assez réputée outre-Atlantique, qui est canadienne, qui s'appelle Marla Sokolowski, qui a beaucoup étudié l'épigénétique et qui parle d'enfants orchidées et d'enfants pissenlits. Alors, je trouve ça assez beau, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est qu'effectivement, en fait, il y aurait deux types d'enfants. Il y aurait les enfants pissenlits qui seraient des enfants qui poussent, les enfants qui poussent un peu partout, quel que soit le milieu dans lequel ils grandissent, ils vont bien grandir. Ils vont se développer de manière sereine, un peu comme du pissenlit qui pousse un peu partout, quel que soit le terreau. Et après, il y a les enfants orchidées qui sont, eux, beaucoup plus sensibles à leur environnement. Et en fait, les études montrent que ces enfants orchidées, un peu comme une orchidée qui a besoin d'une demi-heure de soleil par jour, la petite goutte d'eau toutes les semaines, sinon si c'est trop ou pas assez. Et en fait, ces enfants orchidées sont beaucoup plus sensibles aux facteurs environnementaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, si ils sont dans un environnement très positif, très sécurisant, très bienveillant, c'est des enfants qui pourront développer un potentiel incroyable et parfois avec des meilleurs taux de réussite que les enfants dits pissenlits. Par contre, s'ils sont dans un environnement plus négatif, négligent, maltraitant, et c'est des enfants qui vont être beaucoup plus impactés par cet environnement. Donc c'est assez intéressant en fait ces deux types d'enfants qui ont été identifiés par la science entre ces enfants orchidées, ces enfants pissenlits. On n'est pas tous avec le même patrimoine génétique, on n'est pas tous avec la même capacité à s'adapter à notre environnement. Et alors je me pose une question toute bête, mais les jumeaux, c'est possible que du coup ils n'aient pas du tout la même façon d'interagir avec le monde à cause de l'épigénétisme, justement ? Tout à fait. Les études montrent que les jumeaux, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, que les jumeaux qui ont été séparés à la naissance se développent de manière complètement différente, liée à leur environnement. On peut avoir des jumeaux qui pourtant ont le même patrimoine génétique, des vrais jumeaux. Donc on appelle les jumeaux un peu homozygotes, donc le même patrimoine génétique, ils se ressemblent trait pour trait, ils ont exactement le même ADN et pourtant ils peuvent avoir des développements complètement différents. Non, mais c'est assez incroyable de se rendre compte que l'environnement va jouer à ce point-là sur l'expression de nos gènes en fait. Et en fait l'épigénétisme finalement ça fait partie de notre quotidien. Je sais que vous agissez beaucoup, par exemple, auprès de la crèche ou des structures d'accueil. Comment est-ce que ça peut se traduire concrètement aussi auprès des professionnels de la petite enfance ? Alors auprès des professionnels, effectivement, l'épigénétique, c'est vraiment une action au quotidien. À l'association, on accompagne énormément les professionnels de la petite enfance. Effectivement, on agit en crèche et en milieu d'accueil petite enfance, parce que pas que à la crèche, on peut agir aussi en crèche familiale, auprès des assistantes maternelles. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir améliorer la qualité d'accueil dans les structures petite enfance pour justement soutenir le développement global de l'enfant.
de pouvoir leur apporter à la fois ces connaissances sur l'épigénétique, mais aussi sur le développement global de l'enfant, de bien comprendre l'impact que peuvent avoir leurs actions au quotidien sur le développement du cerveau de l'enfant, sur leur développement global. Et donc, on est en train de mener aujourd'hui une recherche justement sur leur action au quotidien auprès des enfants pour voir s'il y a cet impact auprès de l'enfant de l'accompagnement des professionnels au quotidien. Et si on revient dans le cercle familial, des parents qui ont été maltraités, donc qui ont peut-être forcément développé des gènes particuliers ou des connexions particulières, qui potentiellement ont transmis certaines choses à leurs enfants. Oui. Tout ça, ça peut s'inverser à un moment. Comment est-ce que ça se traduit? J'essaye de voir comment ça peut être concret, en fait. Alors concrètement, effectivement, les études montrent que quand on a été négligé ou maltraité quand on était petit, ça vient s'inscrire un peu dans l'expression de nos gènes et la manière dont nous, on va pouvoir s'occuper, les futurs parents vont pouvoir s'occuper des enfants. Sauf que heureusement, il y a cette grande magie qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui fait que notre cerveau est en perpétuel mouvement, il n'est jamais figé. Il n'y a pas vraiment de déterminisme, et ça veut dire que tout peut changer. Ça ne veut pas dire que si on a été maltraité ou négligé petit, qu'on sera soi-même un parent négligent ou maltraitant. Il faudra travailler sur soi, peut-être retrouver des nouveaux mécanismes pour faire face au stress, pour faire face aux émotions, par exemple, pour pouvoir au mieux répondre aux besoins de son enfant. Et donc pas répéter une histoire familiale qui peut-être se perpétue de génération en génération. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires. Je sais pas pourquoi, je pense à Tim Guénard, peut-être que tu connais. Non. Tim Guénard, il a écrit un bouquin qui s'appelle Plus fort que la haine. Et lui, c'est un enfant qui a été placé à l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, travaillé de famille d'accueil, extrêmement maltraité, et en fait qui a réussi au fur et à mesure de sa vie, a fait des rencontres qui ont fait que sa vie a pu changer et qui aujourd'hui s'en est sorti. Et il témoigne énormément justement sur cette capacité du pardon. Son livre est absolument magnifique. C'est un vrai témoignage justement de cette résilience, de cette capacité que le fait que quand on rencontre des gens qui sont bienveillants sur notre route, on a cette capacité de pouvoir changer nos habitudes, changer la manière dont on perçoit le monde, la manière dont on évolue. Je sais pas si c'est très clair. Si, et est-ce que, parce que là on parle d'environnement depuis tout à l'heure et d'éducation, est-ce qu'il y a aussi l'aspect, je sais pas, nourriture, sport, est-ce que ça touche tout, ou c'est simplement comment on est élevé avec de l'amour ou pas, ou de l'attachement ou pas? Alors oui, bien sûr qu'il y a l'alimentation, le sport. On va voir l'influence de cet environnement. Par exemple, les enfants qui sont nés autour de Tchernobyl ou les enfants qui sont nés autour de Nagasaki, d'Hiroshima vont pas se développer de la même manière que des enfants qui sont nés en France en 45. Donc ça, c'est l'environnement, l'alimentation. Si on mange que des on va dire des cochonneries, on va être plus à même à développer un diabète que si on en mange moins, etc. Donc en fait tous ces éléments, toute l'alimentation, le sport, notre environnement quotidien, la qualité de l'air, etc. vont influencer nos gènes et l'expression de nos gènes. Il y a, je sais plus qui faisait cette réflexion. En disant que des parents qui sont très sportifs et non fumeurs avec une qualité de vie plutôt équilibrée vont pouvoir transmettre aussi ce genre de choses à leurs enfants plutôt que le contraire des parents qui ont l'habitude de faire des excès. Donc voilà. C'est marrant, ça veut dire que tu sais, on voit beaucoup d'enfants de grands sportifs devenir eux-mêmes des grands sportifs. Finalement, il y a une grosse part de génétique quand même là-dedans. Difficile à dire. Mais peut-être. Mais peut-être effectivement d'avoir quand on a un père qui s'appelle Yannick Noah, peut-être qu'on devient plus facilement un basketteur, je sais pas. Surtout quand on fait 2 mètres. Et surtout quand on fait 2 mètres, hein, exactement. Mais je pense que il doit y avoir effectivement quelque chose qui se transmet
de cette appréciation du sport, de la joie de faire du sport, et de vouloir entrer dans des compétitions, et cetera. Enfin, en tout cas, je trouve que ça fait du sens. Tu as mentionné un tout petit peu, par exemple, des événements comme 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que là aussi, dans l'épigénétisme, on peut expliquer ces phénomènes qu'il y a en psychologie, tu sais, on appelle l'héritage transgénérationnel, comme quoi on porte en nous quand même parfois les blessures ou le fardeau de nos ancêtres. Finalement, ça aurait peut-être une résonance avec la science et ce ne serait pas que des concepts psychologiques? Exactement, c'est marrant que t'en parles parce que c'était quelque chose sur lequel j'étais assez troublée en lisant les études, qu'effectivement il y a des choses qui s'inscriraient de génération en génération. Une étude a été menée sur les femmes qui étaient enceintes pendant la famine en 45 en Hollande, et leurs enfants et leurs petits-enfants étaient plus à risque et ont plus développé que la population à l'époque moyenne de troubles, de maladies métaboliques comme le diabète ou les insuffisances rénales, et cetera. Donc comme quoi, alors que c'était 2 générations après la fin de la famine. Donc comme quoi, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération sur des maladies métaboliques, sur des maladies respiratoires, et cetera. D'ailleurs, ça me fait penser, je fais le lien, peut-être que c'est pas on dit bien souvent maman stressée, bébé stressé, ça me fait le lien. Effectivement, ça peut être aussi ce genre de choses qui peuvent se transmettre de génération en génération. Mais ça fait, en t'entendant dire ça, je me dis, ça fait encore tellement de pression sur les femmes, on tient l'humanité en fait quand t'entends dire ça quelque part. Bah oui, alors d'un autre côté, je pense que c'est important de pouvoir transmettre tous ces éléments. Bien sûr que ça fait de la pression sur nous en tant que femmes parce que oui, ça veut dire qu'il faut pas être stressé pendant la grossesse, ça veut dire que il faut pas qu'il se passe ce genre de choses pendant la grossesse, ou même pendant la petite enfance auprès des tout petits qu'on accueille. Voilà. Après, justement, je reviens sur cette idée qu'il n'y a pas de déterminisme. C'est pas parce que on a été un peu stressé pendant la grossesse ou que une fois on a peut-être élevé la voix sur un enfant que tout de suite on est un parent maltraitant ou négligent. Non, le principal c'est derrière comment est-ce que je me remets en question. Comment je suis dans la capacité de me dire que bah non, je peux changer en fait. Parce que justement notre environnement et notre capacité tous les jours à se remettre en question et à travailler sur soi-même et à vouloir aller plus loin, à se renseigner, à s'informer, va faire que on s'améliore et on s'ajuste au quotidien. Et on vient influencer de cette manière notre génétique et notre interaction avec les autres. Enfin, ça, j'en suis persuadée. Est-ce que votre discours à l'association et le tien, notamment autour de l'épigénétisme, il trouve un écho auprès des professionnels de la petite enfance que vous formez ou avec qui vous êtes en lien? Est-ce que ça touche cette population-là et permet de modifier certains comportements ou c'est encore trop récent? Alors, je dirais que oui, on trouve quand même beaucoup d'écho de la part des professionnels dans ce que nous on apporte, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles comprennent mieux sur l'importance en fait d'actions qu'elles mettent au quotidien auprès des enfants. Il faut savoir quand même que les professionnels sont souvent quand même assez mis à mal. Elles n'ont pas forcément des formations initiales qui sont les plus complètes possibles par rapport au développement de l'enfant, surtout d'un point de vue neurosciences. On est quand même assez loin par rapport aux formations initiales dans tout ce que nous, on peut apporter aux professionnels. Donc, il n'y a pas de l'explication sur le développement du cerveau, sur justement l'impact du stress chez l'enfant dans les formations initiales, et ça manque cruellement. Et donc, c'est vrai que souvent, tout ce qu'on peut apporter autour de l'épigénétique aux professionnels de la petite enfance viennent faire écho parce qu'elles vont penser à ah bah tiens, ça me fait penser à cet enfant-là, effectivement, peut-être que si on faisait autrement. Moi, je fais beaucoup de liens là avec ce qu'on est en train de vivre avec cette recherche qu'on est en train de mettre en place actuellement.
On travaille beaucoup sur justement le soutien des compétences psychosociales de l'enfant à travers les pratiques professionnelles, des professionnels de la petite enfance et en fait, il suffit parfois de juste accompagner les professionnels à faire un peu autrement, à s'interroger sur leurs pratiques pour dire: «Bah oui, ça vaut peut-être pas le coup de laisser un enfant de 2 ans 35 minutes autour d'une table pour le repas parce que, bah, 35 minutes assis autour d'une table pour un enfant de 2 ans, bah, ça a pas de sens, en fait». Parce que l'enfant est juste pas dans la capacité du tout de rester assis 35 minutes assis. Enfin, ça a pas de sens. De pouvoir aussi accompagner les professionnels à dire: «Bon, bah, voilà», parce que c'est ce genre de choses que je peux encore, voir, hein, d'entendre des professionnels dire, «Non mais tu un petit garçon, arrête de pleurer, les petits garçons ça pleure pas». Donc ou «Arrête de crier, tu pas à crier, tu le sais». Voilà, ce genre de choses où en fait, plus on sait le développement de l'enfant, plus on a de connaissances sur le développement de l'enfant, plus on sait que ce genre de choses, ce genre de discours n'a pas de sens auprès de l'enfant. De toute façon, ça ne sert à rien parce que l'enfant n'est pas du tout dans cette capacité de pouvoir se calmer déjà tout seul et puis, et puis en plus de pas du tout cette capacité de se raisonner, de dire: «Ah bah oui effectivement, je suis en colère que 2 sur 5 au lieu de, 5 sur 5». Enfin, voilà et donc parfois c'est vraiment aussi combattre auprès des professionnels des idées reçues, des représentations, voilà des professionnels que j'entends dire en disant, «Bon bah voilà, il faut pas trop prendre l'enfant dans les bras parce que j'ai peur qu'il s'attache trop à moi». Bah non, en fait. C'est justement le contraire, n'hésitez pas à ce qu'il s'attache à vous parce que justement plus il sera attaché à vous et bah, plus l'enfant va pouvoir se développer de manière sécurisée quand il sera à la crèche. Donc c'est parfois combattre pas mal d'idées reçues, de choses qui ont été, mis en place depuis des années, qui n'ont pas été questionnées et en fait ça donne un second souffle aux professionnels de se questionner sur leurs pratiques et de leur apporter un peu de renouveau et de faire un peu autrement aussi en crèche. Et quand on a préparé cet épisode, toi et moi, on s'est eu au téléphone et tu m'expliquais aussi que ça permet aussi d'expliquer que les enfants réagissent pas de la même manière à certains événements. Que c'est pas parce qu'un enfant est plus timide que l'autre qu'il faut le stigmatiser ou qu'il faut le pénaliser. Et tu peux nous raconter un peu en quoi ça aide aussi à enlever peut-être les étiquettes ou à prendre l'enfant dans son ensemble? Tout à fait. Alors la difficulté quand on est en collectivité, c'est de travailler sur la singularité. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus, enfin qui est travaillé de manière très forte dans les structures d'accueil petite enfance, c'est de travailler la singularité de l'enfant dans une collectivité. Et effectivement, certains enfants peuvent bien faire comprendre que certains enfants peuvent avoir un tempérament plus introverti que d'autres, que ce soit lié à justement leur environnement, à la manière dont sont ses propres parents, à son tempérament propre aussi. Et en fait, c'est, bien penser aux professionnels de dire, c'est pas parce qu'un enfant ne fait pas de bruit qu'il n'existe pas. Et justement comment le faire rentrer dans un groupe, le faire rentrer dans le groupe, tout en respectant, sa singularité, tout en ne le forçant pas à faire comme un enfant qui, serait plus extraverti. J'ai le souvenir, quand j'accompagnais une crèche, d'un enfant qui, j'ai fait de l'observation une journée dans cette crèche et il y a un enfant, je pense que les professionnels ne lui ont pas adressé la parole de la journée. Il était dans son coin toute la journée, il jouait, très bien tout seul et en fait, ce qu'on a pu travailler avec les professionnels, c'est comment faire en sorte que cet enfant qui avait besoin peut-être plus que les autres, de ces moments de solitude, qui était peut-être plus introverti, mais comment le faire aussi entrer, dans des moments parfois en interaction avec les autres, pour qu'il puisse développer ses compétences psychosociales au même titre que les autres et c'est très important en fait. Je sais pas si c'est clair, ma réponse, Non, mais c'est hyper clair, mais c'est vrai qu'on a même nous tendance à être attirés par les enfants qui nous ressemblent. oui, Tu sais, tout à fait. ou en tout cas qui répondent à nos codes ou je sais pas, à notre façon de voir les choses et plus de mal avec ceux qui viennent titiller des choses en nous, j'imagine, ou qui sont vraiment à l'opposé de nous. Évidemment, évidemment. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on travaille avec les professionnels de la petite enfance, c'est justement de dire, de faire dire aux professionnels qu'il y a certains enfants qui peuvent les mettre en difficulté. Et c'est normal, comme tu le dis, il y a des enfants qui viennent nous titiller des choses qui sont pas du tout comme nous, qui nous ressemblent pas ou qui sont pas forcément dans l'idéal de l'enfant qu'on aimerait accueillir.
Là, je pense principalement aux enfants qui peuvent avoir des comportements dits agressifs, hein, les enfants qui peuvent beaucoup mordre, beaucoup taper, beaucoup pleurer. Bah, souvent, ça peut être un peu difficile à gérer en tant que professionnel. Mais c'est moi, ce que je dis souvent aux professionnels, c'est comment vous pouvez mettre aussi des lunettes roses, vos lunettes roses pour changer de regard sur cet enfant qui peuvent vous poser des difficultés. Quelles sont les compétences de cet enfant qui peut être un petit peu plus différent que les autres? Et justement, c'est ce qui fait partie de sa magie, de sa singularité, c'est qu'il est différent. Et qu'est-ce qui fait de bien cet enfant? Qu'est-ce qu'il a comme compétence cet enfant? Et souvent, ça permet de faire un pas de côté et de dire effectivement cet enfant il a beaucoup de compétences, hein, malgré le fait que oui, il peut beaucoup mordre, il peut beaucoup taper. Comment j'accompagne ces phénomènes agressifs de l'enfant, mais aussi comment est-ce que je viens le valoriser dans ce qu'il est, dans les choses qu'il fait aussi de manière adaptée en collectivité. Et ça, c'est pas toujours facile hein, aux professionnels de mettre ses lunettes roses, comme je dis, de voir autrement. Et puis ça permet aussi d'accompagner à la parentalité derrière. De dire, au lieu de, quand on raconte la journée, quand on fait les transmissions et qu'on raconte la journée aux parents derrière, de dire: «Bah, vous savez, votre enfant, il a mordu 3 fois aujourd'hui». Bah, pour des parents, ça vient pas vraiment les valoriser, justement et on sait qu'aujourd'hui 75% des parents sont en demande d'accompagnement de la part, d'un tiers. C'est énorme et donc justement la crèche et les professionnels de la petite enfance peuvent être un vrai pivot pour ces besoins de renforcement des compétences parentales. Et donc si au lieu de dire: «Si vous savez, votre enfant il a mordu, 3 autres enfants aujourd'hui», de dire: «Vous savez, votre enfant il a fait des choses de dingue aujourd'hui. Il a réussi à faire une tour tout seul ou il a mis ses chaussures tout seul, je l'avais jamais vu faire, c'est incroyable». Bah, en tant que parent, on se sent valorisé aussi. Parce que la réussite de notre enfant, c'est un peu aussi notre réussite quand même. Donc c'est à double tranchant quand on accompagne les professionnels, c'est comment est-ce qu'ils accompagnent au mieux l'enfant qu'ils accueillent, mais aussi les parents qui sont derrière. Alors pour boucler la boucle de tout ce dont on a parlé, je reviens à ton premier métier qui est sage-femme. Est-ce que par rapport à l'épigénétisme, notamment sur une dépression du postpartum ou des psychoses du postpartum, ça peut aussi être lié à ce que nos mères ont vécu, à ce que nos grands-mères ont vécu, à ce qui s'inscrit dans notre génétique, ou là par contre on touche à quelque chose qui est différent? Question piège. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a de ce que de ce qu'on nous transmet, évidemment, et puis ce que nous sommes et ce que nous avons pu travailler sur nous aussi. Une femme qui se pose pas du tout de questions sur ce qu'elle est et sur la manière dont elle veut devenir mère, je pense, a plus tendance à reproduire ce qui a pu se passer en amont dans sa propre famille. Tandis qu'une femme qui a pu se poser des questions lors de sa grossesse ou même sur sa maternité en amont aura peut-être... c'est hyper compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'on a tous les cas de figure possibles. Parce qu'à la fois... c'est intéressant. Ouais, à la fois on rencontre des parents qui vont poser aucune question et qui vont refaire exactement la même chose que ce que leurs propres parents ont fait. D'autres justement qui vont se positionner en extrême total. Mais je pense que ceux qui se positionnent en extrême total, c'est que ils se sont posé la question de « je n'ai pas envie de retransmettre ce que moi-même j'ai vécu ». Et donc se sont questionnés sur leur pratique, se sont questionnés sur leur posture en tant que parents, en tant que mère, en tant que père, et donc d'une certaine manière viennent agir sur leur futur environnement en fait, leur future parentalité. Et donc sur leur gène quoi, c'est ça? Et donc sur l'expression de leur gène, si on en revient à l'épigénétique. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Iris, c'était très intéressant d'avoir ton point de vue et de comprendre ce qui se passe. Merci à toi Clémentine. C'était Marie-Iris Dubois, directrice de la recherche au sein de l'association Édu Ensemble. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Je vous le rappelle, mon nouveau site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour. Le lien est dans les notes.
à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.